Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour cette conférence sur l'intersectionnalité. Je vous ai mis un petit sommaire ici qui vous aidera à vous repérer. D'abord, je vais faire une introduction globale sur qui je suis, qu'est-ce que ça veut dire ce terme d'intersectionnalité et pourquoi c'est un enjeu majeur dans nos luttes militantes. En deuxième partie, je ferai un peu un état des lieux de la sexualité et l'éducation sexuelle dans le milieu du handicap. En troisième partie, j'essaierai de montrer en fait comment les accumulations de discrimination peuvent vraiment poser problème dans le parcours d'une personne. En quatrième partie, on aura des témoignages et en cinquième partie, si vous avez des questions, eh bien, je les écouterai et je tenterai d'y répondre. Donc, qui suis-je ? Je m'appelle Nina Solenghi, je suis adhérente d'un groupe d'entraide mutuelle autisme à Nice. J'ai été coprésidente de ce GEM pendant 1 an et demi, 2 ans. J'ai été repérée tardivement autiste à l'âge de 28 ans. Je suis concernée par les troubles psychiques. Je suis une personne LGBTQIA+. Je suis issue d'une famille de personnes qui est neurodivergente et qui n'est pas repérée, ce qui fait que j'ai quand même grandi dans un environnement très ouvert et très multiculturel. Je suis une militante en justice sociale et je fais cette conférence aujourd'hui parce que mes objectifs les plus profonds, c'est faire évoluer cette société. Je vous préviens tout de suite, au niveau des termes, je vais utiliser des termes que je vais expliquer, mais par exemple, quand je vais parler de personnes autistes, je ne vais pas utiliser personnes avec autisme, personnes souffrant d'autisme, parce que je suis dans une démarche militante de dépathologisation. Du coup, je dirais juste personnes autistes. De même, il y a des termes que je vais utiliser, je vous expliquerai pourquoi je les utilise, mais si jamais je fais des maladresses, n'hésitez pas à me le faire remarquer, parce que mon but c'est d'apprendre et de me déconstruire, donc vos retours sont les bienvenus. Je vous préviens en termes de trigger warning, donc en termes d'avertissement, du coup je vais aborder des thèmes difficiles comme les violences sexistes et sexuelles. Si vous y avez été confronté ou un de vos proches, n'hésitez pas à sortir. Voilà, enfin, prenez soin de vous. Je vais commencer par une petite interaction avec le public parce qu'on aime toujours ça. Est-ce que quelqu'un dans cette salle connaît le terme d'intersectionnalité ? Et si oui, est-ce que vous pouvez tenter de le définir ? Et si quelqu'un le connaît, je lui fais passer un micro. Oh, 2 personnes. Très bien. Est-ce que quelqu'un peut faire passer un micro, s'il vous plaît ? Et est-ce que vous pouvez essayer de le définir, la dame et le monsieur là-bas ? C'est l'entrecroisement des discriminations. Je ne sais pas comment. J'explique plus le fait qu'en fait, les discriminations. Enfin, chaque personne subit des discriminations en fonction de la catégorie sociale à laquelle elle appartient, sachant qu'il y a des groupes sociaux qui sont plus discriminés que d'autres. Et que les discriminations ne s'accumulent pas en couches, mais juste au contraire s'entrecroisent, et que les besoins du fait d'appartenir à tel groupe social qui subit telle discrimination va s'entrecroiser avec d'autres discriminations d'un autre groupe social, comme par exemple le fait d'être une femme racisée, donc on subit à la fois le racisme ou le sexisme, ou une femme en situation de handicap, et donc le validisme et le sexisme, et que donc c'est des besoins bien spécifiques, et que parfois il y a même le fait d'appartenir, par exemple, le fait d'être une femme en situation de handicap peut demander certaines adaptations, faire qu'on subit certaines discriminations, et qui en soi vont pouvoir encore être au détriment du fait d'être une femme. Donc voilà, ça ne s'accumule pas. C'est ça. Voilà. Vous avez quelque chose à rajouter ? Merci. Donc oui, c'est ça. Moi, je vais juste vous parler rapidement de l'histoire de ce terme, du coup. C'est un terme qui a été développé par l'universitaire afroféministe Kimberly William Crenshaw en 1989.
À la base, elle a utilisé ce terme parce que les Afro-Américaines étaient dans une situation où elles vivaient du sexisme et du racisme en même temps. Il y a eu une série de procès dans les années 70. En fait, des femmes noires ont été renvoyées de leur entreprise, elles ont porté plainte et ce qu'elles expliquaient, c'est qu'elles avaient été renvoyées parce que c'était des femmes spécifiquement noires. Et en fait, ce qu'on leur disait en face, c'est maintenant, c'est pas vrai parce qu'on emploie des personnes noires et on emploie des femmes. Sauf que c'était des femmes blanches et c'était des hommes noirs. Donc les femmes noires étaient complètement exclues. Et elle a développé donc ce contexte, ce terme, ce concept, pour évaluer les conséquences en matière de pouvoir et expliquer pourquoi ces femmes n'étaient pas prises en compte dans les discours féministes de l'époque, notamment. Par exemple, c'est aussi le cas en France. Les femmes racisées au début du XXe siècle ont vécu une grande campagne de stérilisation, au même moment où les femmes blanches, elles, étaient plutôt dans une revendication pour le droit de vote, etc. Le sens du terme, depuis les années 2010 à peu près, il a été élargi grâce à la montée du cybermilitantisme et maintenant ça engage vraiment toutes les formes de discrimination, c'est plus juste spécifique au racisme. L'intersectionnalité ou intersectionnalisme, c'est une notion qui est employée en sociologie à la base, mais c'est aussi une réflexion politique qui désigne la situation de personnes qui subissent donc simultanément, comme l'a dit Madame, plusieurs formes de stratification, de domination et de discrimination dans une société. Pourquoi c'est un enjeu majeur pour les personnes handicapées ? Parce que souvent, les personnes handicapées, justement, ont plusieurs strates de discrimination. C'est des femmes, c'est des personnes queer, c'est des personnes racisées, c'est des personnes précaires. Les personnes handicapées sont ultra précaires, comme vous le savez tous. Et donc, du coup, se saisir de l'enjeu de l'intersectionnalité dans nos luttes me paraît fondamental parce qu'on ne peut pas faire avancer une société si on ne considère pas les situations spécifiques en lien avec l'intersectionnalité. Par exemple, les femmes autistes sont bien moins repérées que les hommes autistes. C'est une situation qui est spécifique, qui est un vrai problème dans leur parcours, dans leur accompagnement. Si cette situation n'est pas prise en compte, et que juste on est là en mode oui, il faut plus inclure les personnes autistes, etc., elles vont complètement passer sous les radars, ce qui veut dire une santé mentale complètement dégradée et des grosses difficultés dans la vie par la suite. Et des problèmes de santé mentale. Je rappelle que les discriminations intersectionnelles, elles ont un fort impact donc, sur la santé mentale, que le stress minoritaire, c'est un vrai sujet maintenant. Ça parle à tout le monde, le stress minoritaire ? Ok. Par stress minoritaire, j'entends le fait d'appartenir à une minorité, quelle qu'elle soit, et de subir un stress spécifique par rapport à cette situation et par rapport à cette discrimination. Il y a des études là-dessus. J'ai pas trop le lien là, mais si vous allez sur Google, vous trouverez, il y a plein d'articles, il y a plein d'études, ça fait 10-15 ans que c'est vraiment étudié, et c'est vraiment étudié en termes d'impact sur les populations. Pourquoi c'est intéressant pour notre sujet d'aujourd'hui qui est la sexualité ? Parce que je pense que vous le savez tous, si on n'a pas une bonne santé mentale, on n'a pas un bon rapport à la sexualité et on n'a pas un bon rapport, enfin un rapport sain en tout cas, aux relations. On va commencer par faire un petit état des lieux de la sexualité chez les personnes handicapées. Le premier constat, c'est que c'est un tabou. On n'en parle pas, que ce soit en institution ou dans les familles. Ça dépend évidemment du handicap de la personne, mais globalement, c'est un problème et c'est pas discuté. Les personnes d'ailleurs qui ont un handicap intellectuel, elles sont particulièrement touchées par ce problème-là. Elles sont souvent privées de vie sexuelle parce qu'en fait elles sont infantilisées. Donc on ne les considère même pas comme des adultes, donc pourquoi elles auraient des rapports sexuels ou des rapports amoureux d'ailleurs, tout simplement. Le contexte de vie de la personne, ça impacte aussi beaucoup cette liberté d'accès à la sexualité parce qu'en fait elle sera soumise à la bonne volonté des professionnels ou des parents, et ça va dépendre aussi
du rapport de ses parents et de ses professionnels à la sexualité. Si on a un professionnel, par exemple, je dis n'importe quoi, qui est homophobe, et qu'on a une personne en face qui se questionne sur sa sexualité, ça va poser problème. Et de même avec les parents. Les personnes qui ont un handicap moteur, c'est pareil, elles ont les mêmes problématiques, mais la différence un peu, c'est qu'il y a eu des grosses revendications, notamment à partir des années 70 et ensuite dans les années 90, ce qui a fait un peu avancer les choses. C'est pour ça que par exemple, il y a des pays comme la Belgique où maintenant on peut avoir des assistants sexuels, ce genre de choses. Mais ça avance doucement. L'éducation au consentement aussi est un gros problème, que ce soit chez les personnes valides ou chez les personnes handicapées. Il n'y en a quasiment pas, en fait, et ça entraîne des problèmes de type énormément de violences sexistes et sexuelles dans la population. Les personnes handicapées sont les femmes handicapées. Il y a 16% de femmes handicapées qui ont été violées. Ça fait à peu près, je crois que j'avais lu ça, et ça faisait à peu près une femme sur deux qui était victime de viol dans sa vie, ce qui est énorme. Et si on parle par exemple spécifiquement des personnes neurodivergentes et autistes, c'est 90% des femmes qui sont touchées par les violences sexistes et sexuelles. Quand je dis femmes, c'est personnes assignées femmes à la naissance et éduquées comme telles. À noter également que dans certaines institutions, l'absence de suffisamment de personnel et d'une formation de ce personnel, notamment la nuit, a un impact parce que du coup les personnes sont livrées à elles-mêmes, ne sont pas éduquées donc, sur le consentement, sur tout ça, et ça peut créer des violences sexuelles entre résidents et aussi des violences sexuelles entre les résidents et le personnel. On est tout seul la nuit avec plein de personnes qui ne sont pas éduquées là-dessus, il peut y avoir du coup des accidents. Je vais maintenant passer à donc, différentes formes d'intersectionnalité. Je vais commencer par le genre et la diversité sexuelle. Petit disclaimer donc, j'entends par femme toute personne assignée femme à la naissance et socialisée comme telle, mais on est bien d'accord que une femme trans est une femme, simplement, du fait de sa transidentité, elle est encore dans un autre bloc en fait, de discrimination qui n'est pas exactement le même que celui des femmes cisgenres. J'ai pas envie de les invisibiliser du coup en faisant comme si leur parcours était le même parce que c'est faux. Donc les femmes handicapées, comme je l'ai dit, voient leur vie sexuelle qui est impactée à plein de niveaux. Donc je vous ai parlé des violences sexuelles. Il y a une majoration aussi des maladies psychiques parce que y a une charge mentale énorme en fait être handicapée. Déjà que les femmes ont une grosse charge mentale, là c'est encore pire. Donc elles ont plus de troubles anxieux, elles ont plus de dépression et elles font plus de burn-out. Elles conjuguent les discriminations liées au fait d'être handicapée et d'être une femme. Par exemple, il y a des études qui montrent que les femmes handicapées portent quand même plus la charge mentale que leurs compagnons handicapés ou pas dans la vie de couple. Pareil, en termes de travail, les femmes handicapées sont discriminées, etc. La parentalité des femmes handicapées est extrêmement critiquée et si par exemple c'est une personne qui a un handicap intellectuel ou qui est neurodivergente, je vous raconte même pas. C'est-à-dire que ça peut être vraiment un parcours du combattant et à partir du moment où vous êtes une mère et que vous allez parler avec des professionnels, dire que vous êtes autiste, en fait, toute votre parole va être décrédibilisée et vous ne serez pas écouté parce que considéré anormal. Il y a aussi, à l'inverse, il y a une désexualisation des femmes handicapées parce qu'on considère que du coup, il faut les protéger, elles sont innocentes, elles ne doivent pas avoir accès à une forme de sexualité finalement. Et il y a aussi énormément de violences gynécologiques et un mauvais accompagnement dans la santé sexuelle et dans la prévention des maladies gynéco. Parce que déjà les femmes, on le sait par les études, sont moins bien accompagnées au niveau de la santé.
mais en plus, elles vont, soit de par leur handicap, soit à cause des problèmes de santé mentale dont j'ai parlé plus haut, elles vont avoir beaucoup plus de difficultés à dire stop, à dire non, et donc elles vont subir des violences. Comme beaucoup de femmes dans la société, mais du coup c'est majoré en étant femmes et handicapées. Les personnes LGBTQIA+, ont donc d'autres encore discriminations. Donc on va les cumuler petit à petit. Donc pareil, les personnes LGBTQIA+, globalement, elles subissent énormément de stress minoritaire parce que même si on est un pays... C'est quoi LGBT c'est quoi LGBTQIA+? Alors, LGBTQIA+, ça veut dire lesbienne, gay, trans, queer, intersexe, asexuel, et plus c'est pour les différentes formes de la sexualité, du biromantisme. Je ne vais pas rentrer dedans, mais en gros, c'est la communauté queer. C'est clair pour tout le monde ? Ok. Donc, ces personnes ont une santé mentale qui est extrêmement dégradée. Il y a énormément de violences sexistes et sexuelles et qui sont fortement tues. Par exemple, dans le milieu gay, on ne parle pas des violences sexuelles que subissent les hommes gays parce que dans la masculinité toxique, il ne se fait pas violer. Ça n'arrive pas. Il n'a pas à s'en plaindre, il n'a pas à le dire. Donc, ça passe complètement sous le radar. En plus, là on est en France, mais il y a plein de pays où l'homosexualité par exemple est encore fortement réprimée. Donc en fait, on se fait violer, c'est impossible d'aller porter plainte puisque de toute façon c'est pas légal. Il y a une exclusion double quand on est handicapé et LGBTQIA+, parce que très souvent les lieux ou les manifestations ne sont pas adaptés pour les personnes handicapées. Par exemple, un lieu, le fauteuil va pas pouvoir rentrer, ou alors une manifestation qui va être trop bruyante, donc une personne qui est hypersensible au son ou à la lumière, elle va pas pouvoir rester. Et en fait, c'est très dur parce que souvent les personnes queer, elles retrouvent, notamment quand elles sont exclues par leur famille, elles retrouvent une deuxième famille dans la communauté queer. Là, c'est pas possible. Donc elles sont vraiment extrêmement isolées. Il y a aussi, une fétichisation des corps qui est très importante, notamment pour les femmes trans. Il y a une grosse idée qui perdure que la majorité des personnes trans sont des travailleuses du sexe, ce qui évidemment est faux et qui s'étudie. Voilà, il y en a beaucoup dedans. Mais du coup, le problème, c'est qu'elles sont soit hypersexualisées, soit les victimes d'énormément de violences. Il y a aussi une chose, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, la chemsex. Ça vous parle ou pas ? Non. Ok. Donc le chemsex, c'est quoi ? C'est le fait de prendre des substances, souvent des drogues un peu dures, et d'avoir des rapports sexuels en même temps. C'est quelque chose qui, ces dernières années, a explosé dans la communauté gay notamment. Il n'y a pas de prévention chez les jeunes à ce sujet. Quasiment pas. Alors que c'est un vrai problème. Parce que du coup, ça veut dire des pratiques à risque, ça veut dire des rapports qui ne sont pas toujours consentis parce que sous-produits. Et on sait qu'aujourd'hui, chez les jeunes, en globalité, pas que les LGBTQIA+, il y a une résurgence des IST et notamment du VIH. Et il n'y a pas du tout de prévention à ce sujet. De même, il n'y a pas du tout d'éducation à l'usage de la PrEP. Oui. Également, il y a certains des traitements pour les personnes en situation de handicap qui sont utilisés à des moyens de chemsex. Ok. Il faut le savoir, il y a des traitements, notamment dans les communautés de personnes en situation de handicap psy, que les gens utilisent pour du chemsex. Oui, tout à fait. Des détournements de médicaments à des fins thérapeutiques. Oui, c'est clair. Il y a beaucoup de mésusages de toute façon avec des médicaments qui sont utilisés dans les troubles psychiatriques. Donc du coup, pareil, est-ce que tout le monde connaît la PrEP ou pas ? Ok, donc la PrEP, c'est un médicament qu'on prend avant un rapport pour éviter que si la personne, il me semble si je ne me trompe pas, si la personne a le VIH, en fait c'est un traitement préventif pour ne pas être contaminé. Le truc c'est que du coup,
comme il n'y a pas d'éducation au niveau des jeunes LGBTQIA+, ou hétéros à ce sujet, on n'en prend pas. Et à l'inverse, il y a aussi une énorme phobie dans les communautés. Par exemple, je me rappelle d'un homme gay que j'avais rencontré, il disait qu'il ne pouvait pas avoir de rapport sexuel s'il ne prenait pas de PrEP avant, parce qu'il était trop angoissé en fait. C'est problématique parce que du coup, ça fait un rapport à la sexualité qui est hyper anxiogène, qui n'est pas du tout dans l'ordre du plaisir. Et si on regarde dans l'histoire par rapport au sida, par exemple, au VIH, il y avait déjà cette problématique, cette énorme anxiété par rapport au rapport sexuel et tout, qui du coup pouvait potentiellement causer une maladie extrêmement grave. Et en fait, ça revient ça a ruisselé sur les générations plus récentes. Il y a aussi énormément de violences gynécologiques sur les personnes intersexes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a pas mal d'années, mais je crois que c'était Hollande qui avait dit oui, on arrêtera les violences gynécologiques sur les personnes intersexes. Il n'y a rien eu. Du coup, en fait, les personnes intersexes, ce qui se passe, c'est qu'elles naissent. C'est leurs parents ou leur médecin qui va décider de leur sexe, ou en tout cas de l'orientation que va prendre leur genre. Donc on leur fait des opérations, on leur fait utiliser des outils qui sont extrêmement violents. Il y a beaucoup de violences sexuelles du coup sur ces enfants-là. C'est pas du tout adressé actuellement. C'est un gros problème. Et si l'enfant est handicapé en plus, ou la personne est handicapée, évidemment, comme vous vous en doutez, ça crée d'autant plus de problèmes parce que la parole ne va pas être écoutée. Oui. Et ça crée des personnes handicapées. Oui, ça aussi. Crée des handicaps. Oui. Des personnes qui se font opérer intersexes, ça fait que après elles sont handicapées à vie ensuite parce qu'elles ont besoin de faire des opérations plus tard. Elles ont des traumatismes sexuels, elles ont des douleurs chroniques, donc en fait ça crée du handicap en fait. Oui, exactement. D'ailleurs, il y a une personne intersexe là, qui a sorti un roman graphique et elle raconte en fait comment une des opérations qu'elle a subies l'a rendue handicapée moteur. Et c'est horrible. Il n'y a pas d'autre mot, je pense, que ça. Donc, ensuite, il y a aussi un truc que j'ai pas abordé sur le genre et la diversité sexuelle, c'est la mononormativité. Est-ce que ça parle à tout le monde? Je ne pense pas. La mononormativité, c'est le fait de penser que la seule forme de relation qui est acceptable, c'est la relation monogame. Or, il y a le polyamour, il y a les relations libres, tout un tas de relations en fait qui existent, qui ne sont pas du tout pareilles, qui ne sont pas encadrées, qui ne sont pas présentées aux jeunes, qui ne sont pas présentées comme des modèles relationnels qui sont viables et qui fonctionnent. Et du coup, ces personnes-là sont assez ostracisées et en général ne trouvent pas trop de personnes à qui parler de leur situation particulière sur leur rapport au sexe, sur un accompagnement sur la parentalité par exemple. Donc c'est un problème aussi. Je vais passer à la race, l'ethnicité. Je vous explique pourquoi j'utilise le terme race, parce que en France notamment, il y a des gens pour qui le terme est désagréable. Là, il est utilisé par un prisme sociologique, c'est-à-dire l'ensemble des traits physiques et culturels auxquels une valeur négative a été attribuée. Ma source, c'est Rachida Brahim, sur son site La vie des idées, et en fait, elle explique pourquoi elle utilise ce terme-là. Moi, je l'utilise parce que, du coup, on ne peut pas nier le fait qu'actuellement, en France, le racisme est profondément lié à ça. C'est-à-dire qu'une personne va être vraiment discriminée sur sa race, même si ça n'existe pas, elle va être quand même discriminée par rapport à ça. Il y a beaucoup de racisme sexuel, je ne sais pas si vous le savez. Ça peut avoir trois formes, le racisme sexuel, soit le rejet, des personnes qui vont dire non, je ne sors pas avec toi parce que t'es noir ou t'es racisé.
ou t'es asiatique ou ce que tu veux. Il y a une grosse fétichisation des corps qui est extrêmement problématique parce que du coup, par exemple, sur les sites de rencontres comme Grindr ou Tinder, on peut avoir des gens qui, dans leur bio, mettent recherche uniquement tel type de profil, ce qui est extrêmement violent pour les personnes. Et on parlait déjà des difficultés liées au handicap. Si en plus on y rajoute un rejet ou une fétichisation liée à la race, c'est du coup extrêmement difficile, pareil pour la personne, d'avoir des relations qui sont saines, qui sont épanouies, et d'avoir une relation sexuelle avec laquelle elle a un bon rapport. L'accès à l'éducation sexuelle, il peut aussi être parfois plus difficile selon les croyances ou les cultures. Si par exemple on prend, j'en sais rien, les Amish, l'éducation sexuelle n'est pas extrêmement développée et on sait que ça pose beaucoup de problèmes parce que, par exemple, il y a des choses comme l'abstinence qui vont être prônées, sauf que du coup, les jeunes ne suivent pas du tout ça, donc ils vont avoir des pratiques à risque, ils vont avoir un rapport au sexe qui est problématique, des troubles psychiques, etc. etc. Il y a aussi un gros problème dans le racisme sexuel, c'est les stéréotypes ethnosexuels. Par exemple, le fait que les Asiatiques soient forcément des soumis, que par exemple les personnes issues d'Afrique aient un gros pénis. Et le truc, c'est que du coup, pareil, ça c'est du racisme et c'est de la violence envers ces personnes. Et du coup, par exemple, les personnes asiatiques vont subir énormément de violences sexuelles par rapport à ça, notamment les femmes. Comme j'avais dit, comme elles sont considérées déjà comme soumises et comme elles ne vont pas dire quelque chose, du coup, elles ne vont pas oser... déjà, elles vont être considérées plus comme des proies faciles, entre guillemets, par des agresseurs, et en plus, elles vont encore moins oser dire quelque chose. C'est un problème qui a été observé, par exemple, au Japon. Il y a quelques années, il y avait un youtubeur qui allait dans les rues et qui embrassait les femmes japonaises comme ça. Parce qu'en fait, au Japon, dire non, c'est extrêmement mal vu. Donc elle n'osait pas lui dire non. Donc il les agressait. Et du coup, il a agressé plein de femmes comme ça. Et finalement, heureusement, il a été dénoncé, il s'est fait virer du pays. Mais du coup... il a justifié ça en disant « Ah, mais de toute façon, je peux faire ça parce que donc elles n'osent pas dire non, et puis de toute façon, les japonaises, elles sont ultra soumises, alors c'est pas grave. » Il faut sortir de ces schémas-là parce que sinon, on fait du mal aux gens. Une autre forme d'intersectionnalité, c'est la précarité. Les personnes précaires, par exemple les femmes SDF, ont énormément de mal à avoir accès aux protections hygiéniques ou à la contraception. Il y a énormément de violences sexuelles dans la rue. Il y en a vraiment énormément qui peut en plus parfois être mêlée à la prise de produits. L'éducation sexuelle du coup est très peu diffusée, notamment je pense aux jeunes qui sont à la rue, ils n'ont pas du tout d'accès à ça. Il n'y a personne qui le fait. Il n'y a personne non plus. Il y a quelques personnes qui font des maraudes et qui pensent justement à leur filer des tampons, ce genre de choses, mais vraiment c'est très peu. J'avais vu pas mal de témoignages de femmes SDF en fait, qui disaient qu'elles se fabriquaient leur protection menstruelle. Et genre vraiment c'était des bouts de chiffon à la fin, les trucs. Mais du coup elles étaient obligées de faire ça, parce que sinon elles n'avaient rien. Il n'y a pas un peu d'éducation au consentement non plus. Parce que forcément, si par exemple, je dis n'importe quoi, on est LGBTQIA+, on se fait virer de chez ses parents, on se retrouve à la rue, à 17 ans, et on n'est pas du tout pris en charge, du coup on se retrouve dans la rue, et qui nous éduque au consentement, qui nous éduque au fait qu'on a le droit au respect, on a le droit de dire non, il n'y a personne. Donc pareil, on rentre dans des relations ultra toxiques, où en plus il va y avoir une espèce de forme de protection aussi. Il y a aussi des femmes qui utilisent ça pour être protégées dans la rue. Donc il y a aussi des difficultés d'accès aux préservatifs et du coup
pas de protection, quasiment pas, contre les IST. L'agisme, c'est bon pour tout le monde? Ok. Donc du coup, l'agisme, c'est une discrimination dont on ne parle pas beaucoup, et pourtant elle fait beaucoup de ravages. Il y a également du rejet et de la fétichisation pour les personnes âgées, mais il y a surtout un énorme empêchement de leur sexualité, que ce soit en institution ou dans les familles. C'est pas rare que j'ai entendu qu'à partir de 75 ans ou 80 ans, non mais c'est bon, il n'a plus de vie sexuelle en fait. Ah non mais c'est plus de mon âge. Mais c'est faux. Et on le sait parce que pareil, il y a des études. Et en fait, les personnes âgées, ils s'amusent bien en fait, mais c'est juste qu'ils n'ont pas l'occasion de le faire. Mais en fait, ils ont toujours une vie sexuelle et parfois elle est très active. Sauf que du coup, c'est empêché, notamment dans les institutions, par exemple, quand il y a des rapprochements, même s'il y a certaines institutions maintenant qui assouplissent. Mais il y a encore quelques années, vous alliez dans un EHPAD, par exemple, si deux personnes tombaient amoureuses, elles ne pouvaient pas dormir ensemble, juste dormir. Elles ne pouvaient pas dormir ensemble. Donc les relations sexuelles, voilà, c'était mort. Il y a un très mauvais accompagnement des femmes aussi qui sont ménopausées, des personnes qui ont leurs règles, et aussi de l'andropause chez les hommes. En fait, l'andropause, des gens n'en parlent quasiment pas. Donc, du coup, elle est très mal accompagnée. Et dans le handicap, en fait, les femmes handicapées, il y a peu d'études sur la ménopause chez les femmes handicapées. Les femmes autistes, je vous en parle même pas du coup. Mais aussi de leur rapport juste aux menstruations, par exemple. Par exemple, chez les femmes autistes, on constate qu'il y a énormément de maladies gynécologiques de type endométriose ou syndrome des ovaires polykystiques. Il n'y a rien comme étude. Et sur la ménopause, la première étude, elle date de 2021. Donc en fait, avant, les femmes autistes, elles n'étaient pas vieilles et elles mouraient à 25 ans, visiblement. Elles n'avaient pas d'enfants et elles ne vivaient rien du tout. Et alors, du coup, les hommes, l'andropause, pareil, ça passe complètement sous les radars, on n'en parle pas, alors que c'est des moments de bouleversement qui peuvent être hyper intenses, surtout quand on a déjà des handicaps qui sont très lourds. Il y a une invisibilisation globale, de toute façon, des personnes âgées, et notamment des femmes âgées, on le voit à partir de 45 ans à peu près, les femmes âgées, c'est une vieille époque, on n'en veut plus, voilà. Et c'est bien dommage parce qu'elles sont souvent très intéressantes. Il y a une énorme silenciation et une suppression aussi de la parole. Et par contre, ce qui est cool, c'est qu'il y a beaucoup de personnes âgées aujourd'hui qui créent des collectifs pour justement éduquer sur ces questions et montrer qu'en fait elles existent et qu'elles sont là. Mais c'est aussi notre rôle à nous, les plus jeunes, de les inclure, de créer des événements autour de ça et de créer des événements spécifiques pour leur sexualité. Parce que pareil, du coup, ils vont avoir des problématiques que nous, en tant que jeunes, on ne va pas forcément rencontrer. Du type, je n'arrive pas à avoir une érection à 75 ans, comment puis-je faire? Je ne sais pas. Et je n'ai pas forcément envie d'aller voir mon médecin, donc comment je fais? Ou je suis une femme, j'ai envie d'avoir des rapports sexuels, mais du coup, je sais pas trop, j'ai pas encore été ménopausée, comment ça se passe? Ou alors, j'ai 45 ans, je suis pas ménopausée, je veux un enfant, est-ce qu'on peut m'accompagner sur ça? Non, je ne suis pas une mauvaise personne, etc. Et je dis âgé à partir de 45 ans, on est bien d'accord, c'est pas la réalité, mais c'est comme ça que la société le voit visiblement. À partir de 30 ans, on est vieille. Voilà. Deal with it, moi je le fais pas, mais voilà. L'adultisme, tout le monde est au fait de ce que c'est ou pas? Non. Ok. C'est normal parce qu'en fait, l'agisme déjà personne connaît, mais alors l'adultisme c'est encore plus au ras des pâquerettes. Alors, l'adultisme, c'est la discrimination spécifique que vivent les enfants, c'est une discrimination qui touche les enfants. C'est le pouvoir que les adultes ont sur les enfants, ou plus précisément un préjugé accompagné d'une discrimination systématique à l'encontre des jeunes.
tout auteur ou manifestation inanimée ou animée d'adultisme est dit adultiste. Cela peut comprendre des comportements, des politiques, des pratiques, des institutions ou des particuliers. Par exemple, encore une fois ces dernières années avec notre super gouvernement, il y avait des idées de dire tiens, peut-être que ce serait cool en fait d'enseigner aux petits-enfants comment ça fonctionne le corps, comment ça fonctionne le consentement. Et ça a été beaucoup critiqué et annulé, et pas que par les politiques publiques d'ailleurs, aussi par les parents. Parce que le discours c'était oui, mais on ne va pas enseigner du porno aux enfants. Sauf qu'il y a une professeure qui enseignait ça aux élèves et qui a expliqué que les enfants sont énormément victimes de violences sexuelles. Si on leur apprend pas à reconnaître une violence sexuelle, ils ne peuvent pas la dénoncer parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Oui. Et puis je crois qu'en moyenne, c'est à 9 ans la première fois que les jeunes ont eu accès à du porno. 9 ans. Peut-être. En fait, finalement, qu'on le veuille ou non, ils y sont confrontés. Bah oui, c'est ça. Et puis, de toute façon, en fait, les enfants qui vivent de l'inceste ou des violences sexuelles, c'est ultra jeune, quoi. Et le truc, c'est que du coup, d'avoir une éducation sexuelle et une éducation au consentement, par exemple, cette institut-là, ce qu'elle expliquait, c'est que du coup, elle leur disait, là, du coup, il y a ton vagin, il y a ton pénis. Si tu ne veux pas qu'on y touche, personne n'y touche. Mais ça leur apprend aussi à respecter leurs petits camarades. Parce que le problème, c'est qu'on a ça aussi. On a le problème d'enfants qui font subir des violences sexuelles aux autres enfants. Mais sans s'en rendre compte, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est en fait. Ils vont avoir des gestes, ils vont faire des trucs. Ça va être des violences sexuelles qui vont avoir un impact sur les autres enfants et qui vont les traumatiser après pour toute la vie. Mais il n'y a pas d'adressage là-dessus. Et en plus, en parler quand on est enfant, déjà quand on n'a pas compris ce qui s'est passé, c'est compliqué. Mais il faut aussi être entendu. Il y a beaucoup d'enfants qui essayent de dire « oui, mais arrivé ça, etc. » On ne les écoute pas. Et ça, c'est de l'adultisme. De considérer que parce qu'un enfant est un enfant, sa parole n'a pas de valeur, eh bien c'est un problème. Donc, écoutez vos enfants. Il y a donc peu ou pas d'éducation au consentement. Il n'y a pas de réelle connaissance non plus du corps humain ou de la reproduction avant l'adolescence. Et en plus, cette éducation est faite quasiment uniquement par le prisme de la reproduction et par le prisme biologique. Sachant qu'en plus, on retrouve encore une différenciation genrée, puisque, on le sait, ça fait que quelques années que l'appareil reproducteur féminin est correctement représenté et qu'on a juste une représentation du clitoris. Moi, il y a 5 ans, je ne savais même pas à quoi ça ressemblait. Voilà. Donc, du coup, pareil, si on ne connaît pas son corps, si on ne sait pas comment il fonctionne, ça pose des problèmes par la suite parce qu'on peut moins demander de l'aide, on ne sait pas comment on fonctionne. Les adolescentes, elles ne sont pas du tout accompagnées dans la découverte de leur menstruation, de comment elles peuvent avoir accès à une contraception. Les jeunes garçons non plus. Les jeunes LGBTQIA+, j'en parle même pas parce que c'est même pas abordé en classe. Alors que ça pourrait vraiment être un moment d'échange hyper intéressant et de sensibilisation pour les autres élèves, de comprendre ce que c'est qu'un parcours de vie d'une personne transgenre, la difficulté que c'est, ou juste le fait d'aimer quelqu'un d'autre, et ça aiderait les enfants à être plus ouverts aussi, tout simplement. Voilà. Il y a également un gros problème, il y a une grosse absence dans l'éducation sexuelle sur la notion de plaisir et sur les relations amoureuses qui sont saines. C'est nous toutes qui avons partagé un violentomètre pour les femmes adultes, mais on pourrait carrément le donner à des ados en fait. Parce que les premières violences, elles commencent à l'adolescence, dans des rapports hétéronormés qui du coup sont empreints de masculinité toxique et de sexisme. Si ces choses-là ne sont pas discutées, que ce soit en classe ou à la maison, je ne considère pas que c'est à l'école d'éduquer les enfants à ce sujet. C'est aussi un gros rôle qui, à mon sens, revient aux parents. Mais encore une fois, on revient à la même problématique qu'on avait pour les personnes handicapées.
si le parent ou si l'enseignant a une vue qui est biaisée par rapport à la sexualité ou par rapport à la diversité sexuelle, ça va avoir un impact sur son enfant qui peut parfois être extrêmement violent. Donc finalement, là, c'est toute une éducation, une culture à retravailler, mais moi, je pense qu'on peut le faire et on doit le faire de manière collective. En discuter, trouver des pistes, des solutions, et ce sera mieux. On va passer aux témoignages et aux situations concrètes. Je vais vous en présenter plusieurs, mais du coup, je vais faire passer une personne autiste qui s'appelle Julie en premier, parce qu'elle doit partir à 11h et il est moins 10. Donc, je l'invite à venir, s'il vous plaît. Si vous pouvez lui faire des petits applaudissements, c'est cool, parce que c'est courageux. Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 25 ans, du coup j'ai un trouble du spectre autistique et je viens témoigner sur l'amour et le handicap parce que beaucoup de choses dont tu as parlé me concernent, comme le viol, l'inceste, tout ça c'est des choses que j'ai vécues. Et je suis aussi LGBTQIA+. Et mon viol s'est passé dans ce cadre-là, avec une personne aussi LGBTQIA+. Et je trouve que c'est important d'en parler parce qu'on est beaucoup discriminés. On ne parle pas beaucoup de tout ça. Notamment aussi pour l'inceste, justement parce que je suis autiste, je suis plus vulnérable et du coup on s'en est servi contre moi. C'est quoi ton rapport à la sexualité? Mon rapport à la sexualité il est assez compliqué parce que j'ai du mal dans les rapports sexuels à toucher la personne. Par ce que j'ai vécu, c'est très compliqué et j'ai besoin d'être accompagnée dans ce geste-là. Mais c'est vrai que je ne prends pas plaisir vu que j'y étais forcée et contrainte. Du coup, je ne comprends pas comment arriver à avoir du plaisir dans ces rapports-là et j'aimerais bien le découvrir. Je ne connais pas trop mon corps non plus. J'ai pas trop eu de sensibilisation sur ça, donc je connais pas trop mon corps et comment s'en servir. J'ai aussi des discriminations de par mon autisme dans le travail, parce que du coup, je suis éducatrice de jeunes enfants, mais on ne me laisse pas ma chance d'exercer. Du coup, j'ai que des petites choses par-ci par-là, mais ça ne me suffit pas pour vivre. Donc heureusement, je vis encore chez mes parents, mais j'ai besoin d'être autonome aussi, d'avoir une vie comme toute personne non autiste. Et ça, c'est assez compliqué pour moi d'être discriminée par rapport à ça, parce que j'ai plein de choses à donner, j'ai mon diplôme, j'ai plein de compétences, et j'aimerais que les mentalités, elles s'ouvrent. Merci beaucoup, Julie. Moi, je vais vous parler, c'est également une amie autiste, je vais vous parler de elle. Comme je vous le disais au début, 9 femmes autistes sur 10 subissent des agressions sexuelles. Et mon amie, elle en a subi. Sachant qu'elle est sous tutelle, parce qu'elle était autiste, elle n'a pas pu décoder et elle n'a pas pu analyser la situation de violence qu'elle subissait. Elle n'a pas pu arrêter son agresseur non plus. Par exemple, elle était incapable de ne pas lui ouvrir la porte parce qu'elle avait peur. Alors, c'était pas du tout rationnel parce que si la porte n'était pas ouverte, il ne pouvait pas rentrer. Mais c'était impossible pour elle de dire non. Elle était énormément sous emprise également, ce qui fait qu'elle a été violée à multiples reprises. Et que quand elle a porté plainte, sachant que cette personne qui l'a violée était également handicapée, elle n'a pas du tout été écoutée. Et sa plainte a été classée sans suite parce que
En fait, c'était un peu sa parole contre celle de son agresseur. Elle a été à l'hôpital, elle a fait des prélèvements, elle a parlé, et ça n'a pas suffi. Donc, en fait, l'accompagnement de ces violences-là, et ça a été extrêmement violent pour elle d'ailleurs que ce soit classé sans suite, l'accompagnement de ces violences-là, il est mal fait. Parce qu'en fait, il y a des CIDF en France qui accompagnent pour la violence sexuelle que subissent les femmes. Sauf qu'une fois qu'on arrive au niveau de la justice, il n'y a rien qui se passe. Il y a 2% des femmes, à peu près, je crois, 2,5% qui portent plainte sur les 2,5%. Je crois qu'il y en a moins de 5% dont les plaintes ne sont pas classées sans suite. Et même quand les agresseurs sont condamnés, les condamnations sont ridicules. Et non seulement elles sont ridicules, mais en plus, merci, au revoir. Non seulement les condamnations sont ridicules, mais en plus elles ne permettent pas aux agresseurs un vrai rétablissement dans la société, ce qui est une autre problématique de notre système carcéral, qui est uniquement punitif. Ce qui concerne elle, c'est vrai pour plein de personnes handicapées. Parce que si on ne comprend pas les codes, si on ne peut pas les exprimer, si on ne peut pas dire non, ou si on est face à quelqu'un qui ne comprend pas le non ou qui ne veut pas l'entendre, on finit agressé. L'autre chose dont je vais vous parler, c'est beaucoup sur les autistes. Et c'est parce que c'est mon fonds de commerce. Excusez-moi. Et puis c'est parce qu'on n'en parle jamais. Donc du coup, j'en profite parce que là, j'ai des gens en tête, ça les intéressera. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, les études sur les femmes autistes sont peu nombreuses. Mais donc du coup, sur la ménopause et sur les cycles menstruels, il n'y a quasiment rien. Comme je vous disais, la première étude sur les femmes ménopausées, c'est 2021. Il y a quelques études sur le rapport des femmes autistes à leur sexualité, à leur parentalité, mais il y en a extrêmement peu. Et ça pose un problème parce que les femmes autistes, comme je le disais, quand elles vont faire des processus pour être parents, pour avoir des enfants, elles vont rencontrer beaucoup de problèmes. Et déjà, juste leur vie classique de « j'ai mes règles tous les mois », ça va être compliqué. Il y a beaucoup de femmes autistes, par exemple, qui souffrent de syndrome prémenstruel ou de troubles dysphoriques prémenstruels, qui est un SPM super hardcore avec des envies de mourir et tout. Et en fait, du coup, elles vont être accompagnées pour des troubles psychiques alors qu'elles ont des problèmes hormonaux. Ça a été mon cas. Pendant des années, j'ai pris des antidépresseurs qui du coup ne fonctionnaient pas parce que j'allais pas bien, parce que j'avais des mouvements d'humeur, parce que j'avais des tocs. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai un syndrome des ovaires polykystiques qui n'était pas diagnostiqué. Donc j'ai été très en colère parce que je n'étais pas du tout accompagnée et qu'il y a un gros problème également dans la médecine aujourd'hui. Il n'y a pas de croisement des disciplines. Donc en fait, on va voir un médecin pour dire oui, j'ai tel problème sur, par exemple, je sais pas, le sommeil. Et ensuite, je vais voir mon gynécologue pour dire oui, en fait, quand j'ai mes règles, pendant 10 jours, je me tords de douleur et je peux plus bouger dans mon lit. Mais personne ne fait le rapprochement que peut-être entre les deux, il y a quelque chose. Donc, de même, là, on en revient à des problématiques de discrimination, d'accompagnement aussi. Et pareil, en étant hypersensible ou en ayant un rapport à la douleur qui est différent, et ça c'est vrai pas uniquement pour les personnes autistes, c'est vrai aussi pour les personnes handicapées qui ne sont pas autistes, du coup la souffrance et les situations de vie qui sont vécues ne vont pas être du tout pris en compte de la même manière, voire pas pris en compte du tout. Et il faut que ça change. Le dernier témoignage du coup que je vais faire venir sur scène, c'est mon ami Alexis, qui est un professionnel et qui va vous raconter une histoire qu'il a vécue en institution. Vous pouvez l'encourager car il est timide.
Alors, moi, je suis éducateur spécialisé, donc ce que je vais vous raconter, ça s'est passé en institution. C'était un homme trisomique de 35 ans qui venait de se faire quitter par sa copine et qui était allé voir une collègue en pleurs pour lui faire part de son chagrin. Et avec beaucoup de bienveillance, c'est pour ça que j'insiste, ma collègue commence à lui dire « Franchement, c'est pas grave, t'inquiète. Tu en retrouveras une de perdue, 10 de retrouvée, et puis de toute façon, il y en a plein d'autres, avec ce ton que j'utilise. » Sauf que son chagrin à lui, c'était pas le chagrin d'un enfant, c'était un vrai chagrin d'adulte, et il avait surtout un vrai besoin d'être entendu sur... j'ai besoin d'être accompagné parce que là, je suis en train de vivre une vraie rupture, et elle n'a pas été en capacité de le faire, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite, en fait, c'est que c'est les autres résidents qui l'ont aidé et soutenu pendant les semaines qu'on suivit sur cette acceptation de la rupture. Et moi, ce qui m'avait vraiment interpellé, c'était à quel point, avec un masque de bienveillance, elle avait au contraire complètement invalidé son chagrin et ramené ça à un chagrin qui n'avait pas de valeur, là où, s'il n'avait pas été trisomique, peut-être qu'elle aurait entendu son chagrin comme celui d'une personne qui n'est pas en situation de handicap et qu'elle lui aurait accordé de l'importance. Et ça, c'est quelque chose, je pense, en tout cas, moi, c'est de là que je me suis dit, mais on ne sait pas faire ça, en fait. Et comment on peut se permettre, en tant que personne dite valide, de ne pas valider les émotions des personnes qu'on accompagne. Voilà, et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'avait impacté et marqué, du coup. Du coup, je ne le fais pas. J'ai retenu la leçon en observant ça. Merci. Et maintenant, passons aux échanges. Si vous avez des questions ou des remarques ou des choses que vous voulez rajouter, eh bien n'hésitez pas, c'est votre moment. Mais personne ne veut prendre le moment. Donc, tout d'abord, un grand merci pour votre présentation que j'ai trouvée extrêmement intéressante. J'ai été assez surpris de voir que vous avez été diagnostiqué autiste assez tardivement. Je voudrais revenir sur le témoignage du dernier intervenant et de dire qu'effectivement, on n'écoute pas ces problèmes du rapport à l'autre et de l'enseignement des émotions. Moi, je fais le lien avec ma surdité, par exemple, est-ce que je suis, où on me dit, il faut que vous puissiez oraliser, vous pouvez lire sur les lèvres, etc. Alors que pour moi, la langue des signes est ma langue. Là, il y a des interprètes, ça me permet de pouvoir assister confortablement à la conférence. Ma parole, elle est en langue des signes, elle n'est pas vocale. Voilà. Et donc, j'avais juste une question, je m'interrogeais. Lorsque vous parlez de ces douleurs prémenstruelles, est-ce qu'on a compris ce que vous aviez et est-ce que c'est du fait que c'est une maladie rare? Comment ça a été diagnostiqué? Je ne connais pas ce mot-là. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Et rajouter également, concernant les violences gynécologiques, j'imagine qu'on connaît bien ce qui se passe dans les douleurs prémenstruelles et comment ça se fait que vraiment vous êtes passé au travers de tout ça. Merci. J'ai comme ça. Ah oui, ok. Mais cool. Alors, la réponse est simple. Discrimination, comme d'habitude. Et comme je le disais tout à l'heure, la santé des femmes est très mal prise en charge. Moi, mon affection gynécologique, ça s'appelle le syndrome des ovaires polykystiques. Ça touche une femme sur 10, comme l'endométriose. Sauf que c'est très peu étudié et c'est très peu pris en compte. Par exemple, l'endométriose, maintenant, je crois que depuis quelques années, il y a une ALD. Le syndrome des ovaires polykystiques, pas du tout. Et en fait, moi j'ai mis beaucoup de temps à être diagnostiquée. D'ailleurs, je suis encore en parcours pour voir si j'ai pas une endométriose, puisque pareil, l'endométriose,
Il peut y avoir des femmes qui ont d'énormes douleurs, mais il n'y a rien qui apparaît sur les radios ou les IRM. Et ça, actuellement, en France, c'est pas du tout étudié, et ce n'est pas non plus verbalisé par les professionnels. Ce qui veut dire que nous, on va arriver en cabinet de gynéco, on va faire un examen, l'examen va être négatif, on va se dire, bon, bah, du coup, j'ai pas l'endométriose. Sauf qu'en fait, bah, on a tous les symptômes. Là, à l'hôpital Larcher, pour celles qui seraient concernées, il y a une étude qui est en cours sur justement accompagner les personnes qui pourraient souffrir d'endométriose mais n'ont rien qui apparaît dans leurs examens et qui donc pourraient avoir accès à un truc qui est hyper récent, qui est un test salivaire et qui permet de voir si on est bien atteint par cette maladie. Par rapport aux violences gynécologiques, là encore, c'est un problème de discrimination, mais pas seulement. C'est aussi un problème de silenciation des victimes dans la sphère de la médecine, parce que c'est beaucoup des médecins, et notamment des internes, qui ont fait ces choses-là. Par exemple, dans les violences gynécologiques assez fréquentes qu'on retrouve, ça va être des personnes qui vont subir une opération. Il y a des internes, et le médecin dit « Oh ben, on va en profiter du coup pour lui faire un petit toucher vaginal ou un petit toucher rectal, de toute façon elle est endormie, elle s'en rappellera pas. » Une autre chose qui est très répandue, ce qu'on appelle le point du médecin, qui a encore de beaux jours devant lui, c'est on faisait une épisiotomie et en fait il faut recoudre. Le médecin disait au mari, je vais vous la recoudre plus serrée, comme ça ce sera plus agréable quand vous aurez des rapports sexuels. Sauf que c'est extrêmement douloureux pour les femmes. Et il y a des femmes qui ont découvert qu'elles avaient subi ce fameux point du mari, sans leur consentement, évidemment, sans le savoir. Il y en a qui ont eu évidemment des complications par la suite. Et si on parle d'épisiotomie, eh bien, sachez que l'épisiotomie, parfois, dans bien des cas, n'est absolument pas nécessaire, mais qu'en France, elle est extrêmement recommandée, alors qu'elle n'est pas nécessaire. Ça crée également des conséquences sur les femmes à long terme et des traumatismes physiques et psychologiques à long terme. Ça peut créer aussi des problèmes au niveau corporel. Et ça, c'est pareil, il faut faire de la rééducation. Ce qui me permet d'aborder un point que je n'ai pas abordé, que je trouve hyper important. On n'éduque pas non plus les femmes, pour le coup, qu'elles sont handicapées ou pas, à comment ça se passe quand on est enceinte et après. Moi, j'ai découvert qu'en fait, toutes les femmes, une fois qu'elles ont accouché, elles font de la kiné pour leur... comment ça s'appelle ? Périnée, merci. Elles font de la kiné pour leur périnée, parce que sinon, elles se font pipi dessus. Moi, je ne savais pas. J'étais là, oui, c'est bon, t'as sorti le bébé, c'est bon, c'est fini, là, tu dors ou tu fais un burn-out, mais c'est tout, quoi. Et ben non, en fait, il y a plein de choses qu'il faut faire. Il y a de la kiné, en fait, ton ventre, il redevient pas magiquement tout plat alors qu'il a été gros pendant 9 mois. Il y a plein de choses comme ça, en fait, dont on ne parle pas. Et il n'y a pas l'accompagnement en France à ce niveau est très mal fait. Si on prend par exemple le congé paternité et le congé maternité en France, c'est un peu pourri, hein. Je crois qu'il y a 10 jours, un truc comme ça pour les hommes. Donc la femme, elle se retrouve toute seule, même pas 10 jours, je crois. Un mois. Ah c'est mieux, du coup c'est cool. Mais si on prend les Suédois par exemple, ils ont 6 mois chacun. Et ça c'est mieux. Voilà, du coup il n'y a pas assez d'accompagnement et il y a actuellement, je trouve, par exemple pour les personnes handicapées, il y a plein de structures là qui commencent à se développer pour accompagner les personnes, sauf qu'on n'en entend pas parler. Donc c'est cool, des fois elles existent, mais on ne sait pas qu'elles existent. Est-ce que quelqu'un veut dire autre chose ? Bon merci Nina pour ta conférence, c'était très touchant et très vrai tout ça. Moi je voulais faire un témoignage, j'ai eu 40 ans l'année dernière et à 40 ans il y a la mammographie à faire et
Et bon, j'ai pris rendez-vous dans un centre de radiologie à côté de chez moi. Ma gynéco, elle m'a dit, allez-y, il n'y a rien. Et puis, alors j'ai un handicap, mais par rapport à d'autres, il peut être minime. Donc moi, je me déplace comme d'habitude toute seule à mon rendez-vous et on me reçoit, on me dit « Mais vous n'êtes pas accompagnée ?» Je dis « Non, madame, je suis seule, je fais mes courses toute seule, j'ai pas besoin. » Et après, je pensais que je lui avais dit juste que j'avais un handicap moteur et que j'avais du mal à rester immobile. Et du coup, bon, on a fait l'examen, mais c'était très compliqué. Ils n'ont rien vu. Heureusement qu'il y avait l'échographie. Après, bon, il n'y avait rien. Donc, après, mais tout ça pour dire que quand on a une différence, parce que moi j'ai du mal avec le mot handicap. Bon, moi, on a tous des différences et puis faut arrêter avec ça. Hier, on a vu des films qui mettaient les gens en fait dans un monde handicapé et en fait les personnes en situation de handicap c'était la norme et les valides ils étaient différents, mal perçus par la société. Et j'ai trouvé cette démarche très, très intéressante, même si pour moi, tout le monde est différent. Mais on voit que on a du mal à faire passer le message. Je vais terminer ma présentation, si mon ordi veut bien se rallumer, avec des petites pistes d'amélioration qui sont nombreuses, donc vous pouvez les prendre en photo si vous voulez. Mais je vais vous en dire quelques-unes rapidement. Interpeller les politiques publiques. Tout est politique. Donc dites-leur réveillez-vous. Bon, en ce moment c'est un peu compliqué, mais on va essayer. Il faut aller voter. Hein. D'ailleurs, j'aimerais bien que ce soit comme en Belgique où ce soit obligatoire, mais on n'est pas encore là-dedans. Il faut une vraie éducation sexuelle. C'est pas possible. Une vraie éducation sexuelle et à la diversité, parce qu'en fait, et au consentement, parce qu'il y a trop de violences sexistes et sexuelles. Prenez position et intervenez quand vous voyez une situation de discrimination. Évidemment, bon, si vous la vivez, voilà, mais si vous voyez quelqu'un, intervenez. Ça peut tout changer pour la personne. Éduquez-vous et déconstruisez-vous. S'il y a plein de termes là que j'ai évoqués qui ne vous parlent pas, vraiment, allez regarder des témoignages sur YouTube, il y en a plein. Envoyez-moi un mail et je vous envoie les trucs à aller voir. Discutez avec des personnes concernées de leur situation, de comment elles se sentent, de comment elles vivent. Et ainsi, vous pourrez peut-être un peu toucher du doigt d'autres réalités et on peut faire progresser la société comme ça. Du coup, de la même manière, il faut écouter les personnes concernées. Je dis pas qu'elles ont la science infuse là, mais bon, souvent, quand même, quand elles racontent leur vécu, c'est leur vécu. Il faut l'écouter.
c'est vraiment important de développer la pair-aidance aussi. Je ne sais pas si ce terme parle à tout le monde, le travail pair. Parce que, encore une fois, il y a tout un tas d'acteurs qui sont importants dans les accompagnements, mais les pairs aidants ont une place vraiment particulière parce qu'ils comprennent à la fois le système et ils sont des personnes qui ont subi ce système. C'est des personnes dont les enseignements sont très précieux. Restez humble et savez reconnaître que vous ne savez pas. C'est pas grave de ne pas savoir, on apprend toute sa vie et c'est cool. Soyez bienveillants et bien traitants avec vos partenaires. Réfléchissez à un positionnement éthique collectivement. Et quand je parle de collectif, c'est hyper important. Il faut vraiment s'emparer de ces questions en collectif. De manière individuelle, ça ne marchera pas. Si on reste dans un individualisme, comme ça nous est répété là actuellement, on va sur rien du tout. Il faut réfléchir ces questions ensemble. Et justement, dans une dimension d'intersectionnalité, c'est ultra important parce qu'on est, comme l'a dit Morgane, tout le monde a des différences, tout le monde a des vécus différents. Si on ne prend pas en compte ces vécus, on ne peut pas créer un monde qui soit respectueux de tous. Soyez un bon allié ou une bonne alliée et ne prenez pas la place de la personne concernée. Mettez-la devant, encouragez-la. Ne prenez pas sa place. Évidemment, également, développer une convergence des luttes. Je reviens au collectif, mais si on n'a pas des luttes qui convergent et qui fonctionnent ensemble, on n'ira nulle part. Parce que si y a les handicapés moteurs à droite, les autistes à gauche, c'est l'inverse, les LGBTQIA+ au milieu et que personne ne se rencontre jamais, bon déjà l'intersectionnalité, elle ne va pas être abordée. Et en plus, ça ne marchera pas, parce qu'encore une fois, chacun est dans son coin. Évidemment, il faut des efforts des deux côtés. Je ne vous dis pas d'aller essayer d'être pote avec des gens qui n'essayent même pas de vous comprendre, mais une convergence des luttes est absolument nécessaire pour qu'on avance. Exiger une formation des professionnels plus conséquente me paraît essentiel. Exiger plus de moyens pour notre système de santé aussi. Changer les terminologies aussi, c'est ultra important en fait. C'est pour ça que je vous ai fait le disclaimer au début. Nos représentations passent d'abord par le langage ou en tout cas la communication. Et je ne parle pas de langage oralisant spécifiquement, je parle de tous les langages. Si on dit par exemple personne avec autisme ou souffrant d'autisme, on pathologise. Et du coup, ça donne forcément une couleur différente aux personnes. C'est hyper important d'écouter également les personnes concernées et éduquer sur ce sujet parce que se définir soi-même, c'est une des premières branches de l'autodétermination. Réfléchir le langage dans ce sens, c'est très important. Se former en santé mentale, mon préféré, arrêter avec le capitalisme, le libéralisme et favoriser les politiques sociales. Voilà. Faites de la désobéissance civile s'ils n'écoutent pas. Rappelez-vous que soutenir les minorités, c'est aussi soutenir l'accession aux droits pour tous. Parce que quand on enlève des droits aux minorités, c'est juste le début. Et ça grignote petit à petit. Lutter pour une équité dans la société plutôt que pour l'égalité. Parce que, en fait, c'est... parce que du coup, oui, l'équité, c'est pas du tout la même chose. Et apporter de la joie autour de vous et célébrer les personnes concernées parce que, en fait, cette conférence était quand même vachement battante et c'est super cool d'être différent. Donc, donnez de la joie, apportez de la joie, déconstruisez-vous et je ne vais pas dire aimer votre prochain parce que je ne suis pas Jésus, mais essayez de prendre soin de vous tous et des personnes que vous aimez et intéressez-vous à votre communauté et à votre société. Je voudrais remercier mon super ami Alexis qui est là,
tous mes amis du GEMA, vous pour être venus me voir, toutes les personnes qui ont rendu ça possible aujourd'hui, Morgane, Love, Nassima aussi, qui est peut-être dans la salle ou pas. Merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que c'était intéressant, j'espère que vous avez appris des trucs surtout, et voilà, une prochaine fois sur un super sujet hyper fun. Merci.